J'ai l'impression que quand je parle de Lille, alors c'est vraiment, c'est pas volontaire, mais j'ai vraiment l'impression de raconter toujours la même chose. Et c'est terrible à dire parce que je vois le match, alors que le match contre Clermont, je le mets de côté parce que le match contre Clermont, on va pas se leurrer, le match contre Clermont, Lille avait fait un mauvais match. Franchement, ils avaient fait un mauvais match. Mais à chaque fois, je suis toujours obligé de dire la même chose. Et ça devient un petit peu un leitmotiv. Même l'année dernière, je disais la même chose. Bonne équipe, défensivement solide, capable justement de pouvoir apporter peut-être une belle capacité, mais qui d'un point de vue offensif est tout simplement pas bon. Et c'est quelque chose qui me débecte parce que Lille, c'est une équipe, je la trouve sympa, je la trouve très, avec une certaine fraîcheur, etc. Mais de vous à moi, et encore une fois, pas du tout à la hauteur. Oui, je sais, j'ai sommeil, hein, on va pas se leurrer. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment pas bon et c'est vraiment pas à la hauteur de ce qui se passe. Bon, on va commencer tout de suite avec forcément les compositions d'équipe, avec donc dans les buts Gerbic du côté du LOSC, avec une défense à 4, Renildo, Diallo, Ponte et Celic. Milieu de terrain composé de Onana, André. À gauche, vous aviez Jonathan Bamba et à droite, vous aviez Renato Sanchez. Et enfin devant, le duo Burak Yılmaz et Jonathan David. De l'autre côté, on avait donc Boudou, hein, l'international marocain, directement. Ensuite, on avait 4 défenseurs avec Acuna, Rekic. Vous vous souvenez pas d'ailleurs, le Rekic, je me souviens bien, c'était un ancien Marseillais. Diego Carlos, l'ancien Nantais, Jesus Navas, 3 milieux de terrain avec Fernando, euh, Oliver Torres, voilà, et Delaney. Et enfin devant, on a Rafa Mir, Suso et Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais également, se trouve bien sûr sur le côté gauche. Alors il s'est pas passé grand chose, hein, comme je l'ai dit. Les Sévillans ont fait une bonne première mi-temps, où ils ont sont quand même créé pas mal d'occasions. Alors certes, les Lillois se sont créés quand même une occasion assez franche, avec notamment Renato Sanchez qui a récupéré le ballon et qui s'est présenté devant Bounou. Malheureusement, ça n'a pas passé puisque la frappe est carrément arrivée sur le euh, euh, sur le gardien marocain. Et après, il y a eu quelques actions que Gerbic a, notamment, il y a eu une action où Gerbic a dû s'envoler pour réussir à éviter que le but se fasse. Il y a eu également d'autres actions de ci, de là, avec notamment des choix assez particuliers. Et puis finalement, la 40e minute, Garbage aussi, quand une frappe, bon ça passe juste à côté, c'était vraiment une action également assez chaude, côté bien du groupe de Séville. Puis la deuxième mi-temps, il va pas se passer grand chose, honnêtement, ça va être un deuxième mi-temps excessivement maussade. Et finalement, ça va entraîner le score de 0-0, avec peut-être un côté litigieux, c'est-à-dire qu'il y a euh, on va dire que Burak Yılmaz essaie de passer et finalement il met la main sur Diego Carlos. L'arbitre met un carton jaune à Burak Yılmaz. Bon, il n'y avait pas beaucoup les ralentis de RMC Sport, mais je pense quand même qu'il n'y avait quand même pas pénalty. Enfin, il n'y avait pas d'action de toute façon, il n'y avait pas pénalty, on était en dehors de la surface. Mais concrètement, je trouve ça un peu abusé si on avait quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match? On va commencer avec Séville. On parlera du LOSC après. Bah, vous savez ce qui est terrible avec le LOSC, c'est que cette équipe de Séville, elle n'est pas excessivement, comment dire, elle était prenable cette équipe. Parce que, certes, défensivement ils sont très solides. Moi, je trouve que c'est une équipe qui défensivement, dans la récupération, dans justement l'axe, dans le système défensif, peut poser des problèmes à n'importe quel, peut quand même poser des problèmes dans le fait de pouvoir marquer des buts. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose. Et offensivement, c'est une équipe qui a un secteur offensif qui, de mon point de vue, est encore un peu trop, peut-être un peu trop limité. Que Rafa Mir, alors je le connais pas plus que ça, alors j'ai entendu parler,
c'est un attaquant espagnol qui a fait quand même des belles choses dans la saison. Mais c'est pas le grand attaquant qui va te. Voilà, il a marqué, surtout qu'il a été prêté l'année dernière à Huesca. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train petit à petit de faire son petit bonhomme de chemin. Il y a des joueurs qui sont en méforme, je pense à Ocampos, je pense à d'autres joueurs qui sont, de mon point de vue, encore un peu trop limités. Donc c'est une équipe qui, de toute façon, va pas faire les hautes sphères du championnat, les hautes sphères de tout ça, mais c'est bien qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions. C'est quand même une sacrée indication quand même du potentiel de cette équipe. Mais la réalité, c'est que Séville, dans cette capacité justement que je parle, bah, en fait, tu te rends compte que elle a les mêmes mots, MAUX, que les Lillois. Défensivement, les Lillois, c'est très solide. Offensivement, c'est le néant. Alors, peut-être que le Séville a été un peu plus. Alors, après, certains vont me dire, oui, messieurs, il faut quand même imaginer quand même que les Sévillans, ils étaient quand même à Pierre-Mauroy, au stade Pierre-Mauroy. C'est peut-être pas eux non plus qui doivent faire le jeu, essayer de projeter. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Le truc, c'est que s'il y avait eu 1-0 pour Séville, moi j'aurais trouvé ça un peu sévère, dans le sens où on a une première mi-temps quand même bien maîtrisée par les Sévillans qui se créent quand même 2-3 belles occasions. Et puis on a une deuxième mi-temps où les Lillois sortent le bout de leur pif et essayent quand même de produire quelque chose. Donc moi de mon point de vue, j'ai trouvé que d'un point de vue de ce qui a été proposé, Séville a sans doute eu peut-être plus la main mise sur le ballon, mais que du côté de Lille, on a su bien bloquer, alors même si ça a été compliqué quelquefois, on a senti quand même une équipe lilloise beaucoup mieux, on va dire, en deuxième mi-temps, mais également dans la construction, dans ce qui a été donné. Franchement, c'était cool. Mais moi, si j'ai envie de dire, c'est que je sais pas comment ça va se passer au match retour, mais c'est encore plus rageant pour Lille parce que quand tu vois une équipe comme Séville qui est en difficulté, qui est pas au mieux, qui fait pas le match du siècle, hein, clairement, bah, tu peux te dire, est-ce que c'est pas prenable? Parce que là, ils étaient totalement prenables. Et s'ils avaient marqué, les Lillois, bah, on aurait eu peut-être 5 points. 5 points, c'est beaucoup. 5 points, c'est bon moyen de surprendre tout le monde. Avec 5 points, tu peux commencer à réfléchir d'une qualification. Alors certes, il y aurait eu le match retour, il y a eu le match contre Salzbourg, le match contre Wolfsburg. Mais c'est justement là le problème de cette équipe de Lille dans cette compétition. C'est-à-dire qu'on a une équipe contre Wolfsburg. L'équipe, elle gagne, elle est forte, elle met vraiment beaucoup de choses, elle met du cœur à l'ouvrage, elle essaie de mettre les ingrédients nécessaires à sa réussite. Et puis bah, concrètement, ben, quand on voit l'effectif, la proposition et la partition qui a été proposée, on est en droit de se dire, mais les gars, à un moment donné, est-ce que vous en voulez pas un peu trop? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette situation-là où vous dites, bah, il n'aurait pas fallu faire plus? Parce que moi, je suis désolé, d'un point de vue de ce qui a été proposé, je suis au gré de le dire. Je pense que d'un point de vue de ce qui a été proposé par Lille, les Lillois n'ont pas, encore une fois, alors les capacités, je sais pas, mais je trouve que cette équipe lilloise, encore une fois, elle a encore déçu, elle a encore été, et on voit encore les mêmes mots. C'est-à-dire que Wolfsburg, défense score plutôt bonne, même plutôt très bonne, attaque inexistence. Match contre Red Bull Salzbourg, un mauvais match en première mi-temps où ils sont un peu, voilà, ils réussissent à réduire le score, il y avait 2-0, ils réussissent à réduire le score par Burak Yilmaz, qui fait vraiment tout, le café et tout dans cette équipe, d'un point de vue offensif, j'entends bien. Et concrètement, tu as une équipe qui, dans cette situation-là, ne réussit pas à marquer, enfin, réussit pas à revenir. Et puis je parle même pas, ça par contre, je parle même pas euh, du, du match de ce soir, où tu as une équipe qui défensivement est plutôt bonne, voilà, ça raconte quelque chose, ça apporte quelque chose, et qui malheureusement défensivement, offensivement, c'est le néant intersidéral. Vous allez voir les flops, vous allez halluciner. À un moment donné, moi je veux bien être gentil, mais je peux pas considérer que ces deux-là, alors j'ai mis ces deux-là, j'aurais pu mettre le quatuor offensif lillois.
Parce que je suis désolé, d'un point de vue technique, d'un point de vue du geste, même d'un point de vue justement de. Alors, même d'un point de vue de la dernière passe, on a ce sentiment un peu bizarre que même Lille n'est pas adroit techniquement, n'est pas adroit dans le dernier geste, n'est pas adroit dans ce qui justement dans la surface. Alors, ce qui se passait l'année dernière, c'est que Lille réussissait par un brin de réussite, marquer un but, à réussir si. Sauf que ça marche une fois, ça marche pas deux fois. Et c'est ce qu'on est en train de se voir cette année, c'est-à-dire qu'on a une équipe lilloise qui, quand elle réussit à produire du jeu, est très bonne, et quand elle arrive à marquer, elle est plutôt très très bonne. Mais en contrepartie, quand tu regardes l'équipe qui a lieu ici, bah, tu te rends compte que défensivement, l'équipe elle est plutôt bonne. Moi, franchement, c'est. Moi, elle a rien à envier à ce qui s'est passé contre Séville, avec ce qui s'est passé à Séville. Mais de l'autre côté, on a une équipe qui, d'un point de vue offensif, doit à tout prix se réveiller. On sait que Jonathan David est en train a marqué plutôt bon et a fait quand même des belles choses cette saison, mais ça reste trop léger. Il va falloir peut-être essayer de réfléchir à. Alors je sais que Lille n'a pas beaucoup d'argent. Lille, pour information, avait quand même récupéré plusieurs attaquants assez intéressants. Je pense à Nicolas Pepe, d'ailleurs ce morfond à Arsenal. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer peut-être un retour de Nicolas Pepe à Arsenal, à Lille? On a Victor Osimhen qui aujourd'hui à Naples vole tellement il est impressionnant. Donc il y a quand même deux attaquants lillois qui ont été avec une possibilité. Est-ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui Alors, ils essayent peut-être de tenter Jonathan David. Après peut-être que ça va venir au fil du temps. Mais le temps presse et malheureusement j'ai peur l'équipe lilloise au moment où peut-être Jonathan David va réussir à marquer des buts, que cette équipe ne réussisse pas à faire ses perfs. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'avantage de ce match, c'est que l'équipe Lille n'a pas perdu. Ils n'ont pas perdu contre Séville quand même, c'est pas mal. Mais concrètement, avec une victoire, tu peux assurer quelque chose, surtout que, étonnamment parlant, c'est pas le groupe le plus difficile. Le groupe du PSG est beaucoup plus difficile. Le groupe, alors je vais vous donner des autres groupes, comme ça à la limite ça va être assez folklorique. Ah, tiens. Alors, Ligue des Champions, voilà, par exemple, quand tu regardes tous les groupes, tu te rends compte quand même que, par exemple, le groupe B, Atletico, Porto, Milan, Liverpool, putain, ça fait quand même mal au cul. Le groupe C, l'Ajax, le Borussia Dortmund, bon, ça facile. Le groupe D, je crois que c'est le PSG, non, non. Le groupe C, quand même, le Real et l'Inter, te serais pris ça, t'aurais quand même chié ta mère. Et bah non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il va falloir faire autre chose du côté lillois. Il va falloir essayer de voir comment on peut apporter quelque chose offensivement. Parce qu'il faut quand même l'avouer, là ça reste quand même, on va dire à proprement au niveau du néant. Pas faire pire. Pas faire pire. On peut pas apporter quelque chose. Et concrètement, moi j'ai vraiment des problèmes par rapport à ça. Et je suis vraiment, je suis vraiment vraiment inquiet au vu de ce qui pourrait être préparé. Voilà. Bon, je regardais un petit peu les résultats de la soirée qui sont pas mal quand même, pas mal de buts, encore une fois, justement pour avoir les classements, etc., etc. Bon, on va passer au top et au flop, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Avec tout d'abord, bah, j'ai mis Diego Carlos, qui est quand même l'un des tops que je trouve intéressant. Après, je vais pas vous mentir, hein, Diego Carlos, on pourrait mettre Fonte, on pourrait mettre Thiago Diallo, parce que on peut féliciter justement l'aspect défensif des deux équipes. Là, ce qu'a fait Diego Carlos, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'il a fait plusieurs retours assez impressionnants. Il a notamment récupéré beaucoup de ballons, notamment aux attaquants lillois. Ça, je l'ai mis je l'ai mis en top. J'ai trouvé très très bon au niveau de ce qui a été fait. Le numéro 2, c'est Lucas Ocampos. Très bon également, Lucas Ocampos, que j'ai trouvé intéressant. C'est lui qui se crée notamment les plus grosses occasions sévillanes. Et franchement, moi je l'ai trouvé très très bon avec notamment des têtes. Il est un peu éteint en deuxième mi-temps. Mais j'ai trouvé plutôt bon, j'ai trouvé plutôt intéressant dans ce qu'il a proposé. La partition a été bonne pour Lucas Ocampos. Il revient bien, qui s'en sort bien. Et honnêtement, bah écoutez, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Tout ce qu'il a, bien sûr, prend la main. Et le numéro 1, bah, j'ai mis Gerbich.
C'est un peu en vase communicant avec Ocampos, parce que Garbage, il a plusieurs arrêts à faire, il est fait. Là, avec l'intervention sur Ocampos. Le centre-tir qui, justement, Ocampos qui est là. Voilà, on peut toujours parler, bien évidemment, peut-être, mais si aujourd'hui Lille est à 0-0 à la mi-temps, c'est en partie grâce à lui. Forcément, on peut que le féliciter et être d'accord au vu de ce qu'il a pu proposer. Ainsi. Ensuite, les flops. Alors, les flops, il y a pas mal de débats. Alors, j'ai préféré donc choisir Renato Sanchez. Alors, certes, il a cette action en début de match où il frappe carrément dans le gardien. Mais, j'ai envie de dire, offensivement, si on enlève ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a passé son temps à râler. Il a passé son temps à ne pas savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Il a certes aidé, mais ça reste trop léger pour Renato Sanchez. Après, c'est un joueur qui malheureusement est souvent blessé. C'est un joueur qui a des difficultés dans ce qu'il a proposé. Il est à l'image justement des autres joueurs lillois. Hein. Mais concrètement, si Renato Sanchez aujourd'hui avait le potentiel et la préciosité, je ne sais pas si ça se dit en français, le côté précieux de l'équipe, aujourd'hui Renato Sanchez serait littéralement indiscutable. Mais là, il se blesse, etc. Donc forcément, c'est compliqué. Mais c'est un joueur qui a un immense potentiel. De toute façon, Renato Sanchez fait partie de. C'est le joueur qui a toujours eu cette espèce de. Il a la possibilité de réussir. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de capacités. C'est un joueur qui, moi, 24 ans quand même. Faut imaginer 24 ans et il n'y arrive pas. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a lié des matchs, a été notamment au Bayern de Munich. Il a beaucoup impressionné lorsqu'il était à Benfica. Il faut quand même l'avouer que ça reste encore trop léger. Après, moi je lui souhaite toujours, mais regardez, moi quand je là sur sa page, quand tu vois que le mec a quand même fait que 19 matchs, alors certes il a vu le Covid, mais là tu vois 23 matchs et là on a fait 4, trop peu. C'est trop peu et il faut qu'il arrête à un moment donné de faire quelque chose par rapport à ça. Après j'ai envie de te dire, moi j'ai envie qu'il s'en sorte parce que je pense qu'il a énormément de potentiel. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Je pense qu'il peut réussir. Le deuxième que j'ai mis, c'est Rafa Mir. Bah, parce que Rafa Mir, ça a été. Alors, certes, il a essayé de faire quelques petites choses. Mais c'est vrai qu'il a été trop discret. Il n'a pas su faire ce qu'il fallait. Il a essayé de jouer en remiseur, mais ça n'a pas fait lui fait escompter. Ouais, après, c'est comme celui qui est là, je vais vous le donner direct. Ah, ce sont des attaquants qui, malheureusement, pas en forme, n'arrivent pas à marquer. Et résultat, c'est compliqué. Après, je pense que Rafa Mir peut réussir quelque chose de pas mal. Voilà. En tout cas, le flop numéro 1, je l'ai mis, mais c'est Jonathan David. Alors certes, on aurait pu mettre Burak Yılmaz parce que Burak Yılmaz a été. Mais il a été plus combatif. Là, c'est vrai que Jonathan David, j'ai pas toujours les bons choix, pas toujours les possibilités. Aussi pas mal de. Pas d'action. Pas d'action à se mettre sous la dent, donc forcément ça a été compliqué pour lui. Pardon. Et concrètement, voilà, ça a été un chemin de croix pour le Canadien. Mais il faut qu'il se refasse, quoi, parce que c'est lui l'avenir, c'est pas Burak Yılmaz. Que Yılmaz, à la limite, il fasse pas un bon match. Bon, il a quand même 36 ans, Burak. Mais Jonathan David, il est très jeune et pourtant il n'arrive pas à s'en sortir et c'est quand même gênant. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce top et flop. Bon, voilà. Moi, ce que vous en avez pensé en tout cas. On va revenir un petit peu sur les résultats de toutes les équipes. Oui, je me gratte l'oreille, ça me gratouille. Juste pour dire qu'il y a déjà quand même des quasi qualifiés quand même dans ces compétitions. À noter quand même que l'équipe, pour le groupe E, le Bayern de Munich, là déjà est quasi qualifié. Il manque juste un. Je pense que là ils prennent 3 points, ils sont déjà premiers. Dire tout de suite. Pour ce qui s'agit de la grosse perf de ce groupe, c'est quand même le Barça qui réussit malgré tout à gagner. Pardon. Qui réussit à gagner, donc qui obtient 3 points.
Et Benfica qui en a 4. Donc on peut imaginer que Benfica, alors certes, après ils affrontent le Bayern en 2 fois, donc ça peut dire on peut imaginer que le FC Barcelone, avec une nouvelle victoire à Kiev, pourra justement tenter quelque chose. Et voilà, 3 points bien mérités, enfin bien mérités, bien salutaires pour du côté bien de... Ensuite, il y a donc le groupe F, avec donc les Young Boys de Berne, etc. Donc on a donc ici Manchester United qui a pris 6 points. Oh, tiens, j'ai pas le bon classement. Donc, donc Manchester United, l'Atalanta Bergame ont fait 3 buts à 2. Villarreal et les New Boys de Berne, 4 buts à 1. Villarreal, oui, 4 buts à 1 pour le Villarreal. Ça va du côté bien de Villarreal. On peut imaginer, donc là, c'est pas le bon classement. Je vais vous le donner. Ça fait donc 9, 7. Villarreal et Manchester United qui s'en sortent. C'est quand même un match important hein, pour l'Atalanta qui, a priori, commence à perdre un petit peu pied. Attention à ce qui pourrait se passer. Le groupe G, le Red Bull Salzbourg, il a gagné quand même 3 buts à 1. C'est là qui est fou quand même avec cette équipe. C'est que certes, le Red Bull Salzbourg commence à prendre de l'ascendant. Et pour la deuxième place, tout est très ouvert. C'est-à-dire que la semaine prochaine, si Lille bat Séville, ils ont 5 points. Et au final, bon, on peut se dire, voilà, avec 5 points, tu peux voir venir. Donc c'est possible, hein, c'est totalement possible de gagner de réussir encore à se qualifier. Et concrètement, ben, pourquoi pas, mais il va falloir se bouger les fesses. Et enfin, donc, la Ligue des Champions, le groupe H, avec le classement, bah, concrètement, la Juve qui a 9 points, voilà, c'est bien. Chelsea qui a 6 points. Là, bon, je pense que c'est la défaite contre la Juve. Le Zenit Saint-Pétersbourg qui a 3 points. Et Malmo qui en a 0. C'est-à-dire que pour l'instant, la logique est quand même assez respectée dans ce groupe. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si bien évidemment, alors je précise, ceux qui aiment le football, qu'il n'y aura pas de match d'Europa League demain. Je stream à partir de 20h30. Donc ceux qui veulent regarder le stream, ça sera sur YouTubers Live 2. Ceux qui veulent venir regarder ça, n'hésitez pas, bien évidemment. Il y aura également AEW Dynamite, donc pour les catcheurs. Pour la prochaine édition football, on se retrouvera, je ne me trompe pas, ah oui, pour Crown Jewel, si je le fais, ça sera vendredi. Ça sera dimanche, où je vous proposerai notamment enfin samedi, 21h, où je vous proposerai Lille qui fera face à Brest. Donc on va suivre les Lillois encore une fois. Et on va notamment aussi avoir le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain qui aura lieu ce soir sur Amazon Prime. Allez, mais bien évidemment que si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit peu, ça fait toujours plaisir. C'est toujours plaisir d'avoir un petit référencement. Merci d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux dans certaines vidéos, franchement c'est assez cool de votre part. Si vous avez aimé, montrez-la à vos amis aussi, hein, comme ça vous découvrirez OS d'un guignol avec écrit barbecue. Et enfin, bah, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous mettez la cloche, comme ça vous aurez les notifications. Toujours plaisir. Allez, merci à vous tous, gros bisous tout le monde, et bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir, parce que je vous garantis que moi, c'est ce que je m'apprête à faire. Allez, prenez soin de vous. Bien.